À quelles conditions peut-on confirmer un acte, un contrat qui est entaché d'une nullité? Et surtout, est-ce que l'exécution volontaire de ce contrat vaut confirmation de l'acte nul? C'est ces deux questions que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui. Cette fois, j'ai mieux réglé mon micro. On va donc faire dans un premier temps un peu de droit civil pour expliquer dans le droit des obligations ce qu'est donc la confirmation d'un acte qui est entaché d'une nullité, et on verra ensuite comment la Cour de cassation a appliqué cette règle d'une manière qui me paraît assez discutable et même franchement contestable à propos de conditions générales de vente qui figuraient au dos d'un contrat qui lui-même était entaché d'une cause de nullité. Donc revenons d'abord sur le Code civil. Le Code civil, depuis 2016, depuis la réforme du droit des obligations, il est beaucoup plus didactique sur cette confirmation d'un acte nul. Vous le retrouvez donc dans ces deux articles 1182 et 1183. 1182 d'abord nous pose, dans son premier alinéa, ce principe qu'on peut effectivement confirmer un acte qui est entaché d'une cause de nullité. Autrement dit, c'est pas parce qu'un acte est frappé d'une cause de nullité qu'il est nécessairement nul. On peut fermer les yeux, on peut oublier en fait cette cause de nullité en disant je confirme cet acte et je renonce à me prévaloir de cette nullité. Ce que nous dit le Code civil dans le deuxième alinéa, c'est qu'on ne peut pas renoncer par avance à se prévaloir d'une cause de nullité. En droit, on est très très réticent à ces renonciations anticipées, d'accord. Si on a créé des causes de nullité, c'est pas pour rien, et donc on veut que la personne qui y renonce, elle le fasse une fois que le contrat a été conclu, une fois qu'elle était en mesure de, éventuellement, soulever cette nullité, et elle y renonce en pleine connaissance de cause. Et troisième chose que nous dit l'article 1182, c'est que l'exécution volontaire d'un contrat, ça peut valoir confirmation, mais pas toujours. Ça ne vaut confirmation que si le co-contractant a connaissance de la cause de la nullité lorsqu'il exécute volontairement ce contrat. Et donc vous voyez que c'est important parce que, a priori, la confirmation, c'est quelque chose de formaliste. C'est ce que nous dit les deux premiers alinéas. Ils nous disent que c'est un nouvel acte, c'est un nouvel écrit dans lequel on dit « je confirme le premier écrit, le premier contrat qui était entaché d'une cause de nullité, et bien cette fois, je le confirme dans un nouveau, vous voyez, un avenant, si vous voulez. » Et l'exécution volontaire d'un contrat, vous voyez bien que c'est quelque chose qui n'est pas formaliste, c'est quelque chose qui est juste factuel. Est-ce qu'on a exécuté le contrat? Et cette exécution du contrat, elle est toujours un peu ambiguë, parce que on peut parfaitement exécuter un contrat sans savoir qu'il est entaché d'une cause de nullité et la découvrir après. Et donc vous voyez bien que cette exécution volontaire ne peut pas se retourner contre vous lorsque vous découvrez ensuite que en fait ce contrat pouvait être annulé, et vous pouvez donc toujours en solliciter l'annulation. Donc l'exécution volontaire ne vaut confirmation que si le co-contractant a connaissance de la cause de nullité au moment où il exécute le contrat. Dernière innovation de 2016, c'est que dorénavant, en fait, quand on découvre, a posteriori, après la conclusion du contrat, que celui-ci il est entaché par une cause de nullité, eh bien en fait, une partie, un des co-contractants, peut demander à l'autre, qui peut se prévaloir de cette nullité, est-ce que vous entendez vous prévaloir de cette nullité ou pas? Et une fois que cette question a été posée, eh bien celui qui peut se prévaloir de la nullité, il a un délai de 6 mois pour prendre sa décision, et s'il laisse passer ce délai de 6 mois, eh bien à ce moment-là, il est forclos, c'est-à-dire qu'il ne peut même pas aller devant un juge pour demander l'annulation du contrat. Donc vous voyez que ça, c'est un système qui permet en fait de, entre guillemets, purger les nullités en posant littéralement la question, ce contrat, a priori, il pourrait être annulé, est-ce que vous l'exécutez ou pas? D'accord? Donc ça, c'est l'innovation de 2016. Voyons comment la Cour de cassation applique tout ça dans cet arrêt qui a été rendu hier. Donc, la Cour de cassation vise ici en fait l'ancien article du Code civil. Cet ancien article du Code civil, vous pouvez le retrouver sur Légifrance, il disait à peu près la même chose, mais pas exactement dans la même formulation. Et ce qui est amusant en fait, c'est que, comme je vous l'ai expliqué à d'autres reprises, la Cour de cassation, avec la réforme du droit des obligations de 2016, elle essaye d'instaurer une continuité entre les nouvelles dispositions du Code civil et les anciennes dispositions du Code civil. Et donc en fait, elle va interpréter les anciennes dispositions du Code civil pour leur faire dire exactement ce que dit dorénavant le Code civil depuis 2016.
Donc c'est intelligent dans le sens où ça permet donc de créer une unité, vous voyez, mais d'un point de vue purement théorique, c'est un peu choquant puisque ça fait un peu rétroagir la loi nouvelle sur une période antérieure. Je vous l'ai déjà expliqué sur une autre vidéo que je mentionnerai donc sous celle-ci. Mais là, c'est très très net parce que vous voyez bien que vous avez ce troisième alinéa qui vous dit que l'exécution volontaire du contrat en connaissance de cause vaut confirmation. Et que nous dit la Cour de cassation dans son visa, enfin dans son chapeau? Elle nous dit la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte. Vous voyez, c'est exactement la même formulation, à quelques nuances textuelles près, mais c'est vraiment la même structure d'idée. Et donc de ce point de vue-là, l'arrêt, il est déjà intéressant, mais là où il est plus discutable, on va dire, c'est dans ce qui, pour la Cour de cassation, constitue en fait la connaissance du vice qui pouvait qui entachait ce contrat. Donc là, on est en présence donc d'un contrat à distance, de ce qu'on appelle en fait un contrat hors établissement. D'accord. Et donc ça, c'est des contrats qui sont régis par le Code de la consommation. Et le Code de la consommation, pour protéger le consommateur, il est formaliste. Il exige qu'il y ait toute une série de mentions, d'informations qui figurent dans le contrat pour que le consommateur ait connaissance justement de toutes ces choses-là et qu'il soit véritablement bien informé avant d'entrer dans un contrat. Et donc, le formalisme du droit de la consommation est souvent sanctionné par des nullités. Et là, vous étiez en présence donc d'un contrat, sur le recto, vous avez le contrat, et sur ce recto, il n'y a pas toutes les formes qui sont exigées par le Code de la consommation. Mais au verso, vous aviez des conditions générales de vente qui reprenaient textuellement en fait tous les passages du Code de la consommation. Donc effectivement, quand vous aviez ce document, vous vous rendiez bien compte que les mentions qui figuraient au recto n'étaient pas celles qui étaient exigées par le Code de la consommation, qui lui-même était cité au verso. Donc en fait, le consommateur, en lisant les deux côtés de ce papier, pouvait se rendre compte par lui-même qu'il y avait une cause de nullité. Mais encore faut-il qu'il ait lu les conditions générales de vente, et généralement les gens ne lisent pas les conditions générales de vente. Et ce qu'avait dit la Cour d'appel, son raisonnement il est dans le paragraphe 7 ici, la Cour d'appel elle dit le seul fait que les conditions générales figurent au verso du bon de commande et qu'elle se borne à reprendre les dispositions du Code de la consommation, eh bien tout cela est insuffisant pour que le consommateur ait connaissance des vices qui affectent son bon de commande. Et donc, comme il n'a pas connaissance de ces vices, eh bien en fait, son exécution du bon de commande, elle ne vaut pas confirmation. Parce que, comme nous dit la Cour de cassation, la confirmation, elle ne peut s'inférer de l'exécution volontaire du contrat qu'à une seule condition, c'est que le consommateur ait connaissance des vices qui affectent son contrat. Et là, la Cour d'appel nous dit, les conditions générales de vente au verso, c'est pas ça qui va révéler au consommateur les vices qui figurent au recto. Parce que ça suppose, en fait, d'un point de vue intellectuel, de comprendre déjà le Code de la consommation et d'arriver à identifier que les informations sur le verso, le recto, sont pas celles qui sont exigées dans le verso. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un effort intellectuel et la Cour d'appel dit non, c'est pas ça ne permet pas au consommateur de savoir que son bon de commande, il était entaché d'une cause de nullité et donc le fait qu'il ait exécuté ça ne permet pas de considérer qu'il y a une confirmation d'un acte nul. Et la Cour de cassation dit non, ce raisonnement-là, il est faux. Il est faux, pourquoi? Parce que pour la Cour de cassation, la reproduction lisible dans un contrat qui est conclu hors établissement des dispositions du Code de la consommation qui prescrivent le formalisme applicable à ce type de contrat, eh bien, cette reproduction lisible, nous dit la Cour de cassation, cela permet au consommateur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. Donc pour la Cour de cassation, le fait que les conditions générales de vente au verso soient lisibles et qu'elles recense toutes les dispositions du Code de la consommation, ça permettait au consommateur de savoir que sur le recto, il y avait une cause de nullité, et dès lors qu'il a exécuté
ce contrat, eh bien, cette exécution, elle vaut confirmation. Alors, je trouve ça un peu dangereux parce que, voilà, dans la pratique, les gens ne lisent pas les conditions générales de vente, qui sont généralement écrites en taille assez petite. Alors, le code de la consommation nous dit que la police de caractère ne doit pas être inférieure à telle taille, etc. Mais voilà, on peut noyer dans des conditions générales de vente très importantes une information que le consommateur va pas forcément identifier tout de suite, et donc cet arrêt me paraît un peu dangereux parce que il permet aux professionnels finalement de prétendre qu'il y a eu, par l'exécution volontaire, une confirmation d'un acte nul, et je trouve que c'est une solution qui fait un peu la part belle aux professionnels qui vont pouvoir ainsi être sauvés, entre guillemets, par leurs conditions générales de vente, au détriment d'un contrat qui, manifestement, ne respecte pas le formalisme, les règles de protection qui sont exigées par le Code de la consommation. À bientôt.